Alors finalement, on attendait cette décision, l'équipe médicale du CHU de Reims a décidé, de ne rien décider, donc de maintenir en vie Vincent Lambert. Pourquoi est-ce que ça fait des années que ça dure ce processus pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à décider? Est-ce qu'il est si exceptionnel que ça, le cas de Vincent Lambert? Je crois qu'il faut lire le communiqué de presse du CHU de Reims qui explique les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de décision de prise. Il dit qu'il n'y a pas de sérénité. Voilà. Et en fait, moi, je suis préoccupé par le fait qu'effectivement, à cause d'une absence de sérénité autour de Vincent Lambert, à cause de difficultés de sécurité autour de Vincent Lambert, de sa famille, des médecins et de l'équipe de soins, on ne soit pas capable de prendre une décision dans l'intérêt de Vincent Lambert en fonction de deux choses. D'abord, de ce qu'il a pu dire lorsqu'il était en capacité de dire, et deuxièmement, en fonction de sa situation médicale. C'est le docteur Simon qui devait décider, qui a annoncé sa décision, qui n'en est pas une finalement. Mais quelle est la question qu'elle devait se poser pour dire oui, on continue les soins ou non, on arrête tout? Quelle est la question fondamentale à laquelle qui doit motiver sa décision? Je vais répondre, pour prendre une décision d'espèce et unique qui concerne Vincent Lambert, répondre à deux questions. Est-ce que Vincent Lambert subit ou pas un acharnement thérapeutique? C'est la première question qu'elle souhaite de se poser. Et la deuxième, quelle aurait été la volonté de Vincent Lambert? Et dans le cas de la loi Leonetti, si il y a un acharnement thérapeutique et que la personne exprime directement ou indirectement sa volonté de ne pas subir l'acharnement thérapeutique, alors le médecin, dans l'intérêt du patient, peut décider d'arrêter un traitement pour lutter contre l'acharnement thérapeutique. Donc on est bien dans une décision d'espèce et pas une décision qui serait une décision générale pour toutes les personnes en situation de vulnérabilité. J'admire Vincent Morel parce qu'il a une certitude, alors que l'affaire est discutée depuis 2013. Il y a eu des expertises. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de décision. Il y a une décision. Peut-être qu'elle ne correspond pas à ce qu'attend Vincent Morel par rapport à la... Non, mais elle est temporaire, cette décision. D'abord, elle est transitoire. Elle est transitoire. Et il est important de prendre... Ça veut dire qu'on va revenir dessus. On va à nouveau se poser la question. Question simple. Est-ce qu'il y a un acharnement thérapeutique concernant Vincent Lambert? Au fond, d'abord, décrivons ce qui se passe dans la chambre de Vincent Lambert. Moi, je trouve que la façon dont vous posez la problématique est très pertinente. C'est-à-dire, pas de sérénité, impossible décision. C'est bien ça le problème. 3 procédures collégiales et on n'a toujours pas décidé. C'est bien que la prise de décision dans la situation particulière de Vincent Lambert est compliquée. Et elle est compliquée justement parce qu'il n'y a pas de sérénité et que la sérénité, elle a été ôtée du processus depuis le début. La situation de Vincent Lambert, pour nous, pour moi en particulier et pour pas mal de gens qui vivent des situations comparables, c'est une caricature de processus, de décision défaillant. Et alors, le Comité consultatif national d'éthique l'a dit dans son avis au Conseil d'État à propos de l'affaire Lambert, et je suis étonné qu'aujourd'hui on soit encore dans le constat que cette problématique n'étant pas strictement médicale, on n'arrive pas à en sortir une décision médicale. Parce que le sujet n'est pas... Est-ce qu'on peut imaginer que le docteur Simon, elle n'a pas envie d'assumer cette décision, qu'il y a des pressions énormes et que ce sujet devient tellement explosif? Elle a dit, écoutez, on va demander d'abord au procureur de nommer un tuteur légal pour savoir, parce qu'on ne sait pas dans cette histoire s'il faut écouter la femme de Vincent Lambert qui veut arrêter les traitements ou s'il faut écouter les parents de Vincent Lambert qui ne veulent pas les arrêter, eux, qui veulent les continuer. D'ailleurs, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est la brouille de l'entourage familial qui fait que cette affaire est compliquée, Denis Lapelle? Oui, en effet, il y a souvent des problèmes familiaux lorsqu'on pose le problème de savoir que faire en fin de vie. S'ils étaient d'accord, les parents et la fille, il n'y aurait pas de problème? Mais bien sûr, il n'y aurait pas de problème, évidemment. Le problème profond, si vous voulez, c'est que, moi, personnellement, je ne comprends pas très bien, c'est qu'il y a eu déjà expertise, contre-expertise, jugement, Cour européenne de justice, Conseil d'État. Conseil d'État, je veux dire, on finit par avoir un concours de lâcheté absolument extraordinaire. Je m'excuse, mais enfin, il y a eu des gens sensés qui ont réfléchi, qui ont dit que ça leur paraissait humain de sortir cet homme d'une sorte d'emmurement extrêmement pénible et douloureux, dont on ne sait pas quelle est l'importance de sa présence dans cet emmurement, mais de toute façon, c'est un emmurement douloureux. Et donc, après tout ce temps passé, il y a eu des sages qui ont réfléchi pendant 3 mois. On se demande pourquoi il fallait 3 mois pour être sage. Et toujours rien n'est pris. On se renvoie la balle. Et moi, je pense à ce patient. Je pense à sa femme. Et je vais répondre à votre question en ce qui concerne sa femme. Je m'excuse, mais dans la démarche légale, la femme, le conjoint,
quel qu'il soit, est plus proche, légalement, je dirais même religieusement, puisque c'est une histoire religieuse sous-jacente, que les parents, puisque tu quitteras ton père et ta mère, ça fait partie de l'évangile de la Bible, et donc la femme, je pense, qui a vraiment assuré une présence sérieuse auprès de son mari, qui en a souffert, eh ben, je trouve qu'il serait... En général, on écoute le conjoint plutôt que les parents. Pourtant, les parents, ils n'abandonnent jamais leurs enfants. Je me permets quand même une observation. Alors que les femmes, les conjoints se séparent. Oui, vous avez dit rapidement, est-ce que Daniela Simon, elle assume ou pas la responsabilité? Elle assumait la responsabilité en 2013, en 2014, d'entreprendre un arrêt d'hydratation et de nutrition de la personne. Sur le point des parents, moi, je n'ai pas jugé. Mais la femme de M. Vincent Lambert était sa tutrice pour l'aspect patrimonial et l'aspect matrimonial. C'est-à-dire ça a été décidé en décembre 2008, pas pour l'aspect soins. Et ça a été d'ailleurs repris par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc effectivement, on peut dire que la proximité d'une personne, et j'arrive à l'entendre, mais les choses ne sont pas aussi évidentes. Il y a la psychologie des gens, on est dans un état de droit, et on a respecté une personne qui est vulnérable. Attendez, il y a des strates partout, juste un mot. Parce que, alors, il y a la justice qui se prononce, il y a la médecine qui se prononce, il y a les familles qui se prononcent, qui sont, voilà. Mais alors, qui va décider à la fin? Quelle est la voie ultime? On va demander au pape de se prononcer? Non, mais, le droit s'est prononcé, la justice s'est prononcée. Alors c'est elle qui va décider. Entre le légal et le moral, c'est un juge qui va dire on arrête ou on continue maintenant? Non, il s'est tout de même inspiré de l'avis de nombre de médecins. Enfin, il y a eu nombre d'enquêtes, mais il faudrait savoir. Je veux dire, ils ont écouté les familles, toute la famille. Juste une question. Il faudrait savoir pourquoi on en est arrivé là. Essentiellement idéologique, et c'est ça qui est dramatique. Et que je pense qu'il y a, en ce qui concerne le médecin, il y a une peur aussi de que faire. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on supprime l'alimentation et l'hydratation à ce patient. On l'a déjà fait pendant 30 jours. Et il a survécu, d'ailleurs. Et il a survécu. Ce qui prouve que cette technique est proposée par la loi, une partie d'hydratation. On avait juste supprimé l'alimentation. Voilà. Une partie et l'hydratation, c'est encore pire, je veux dire. Et donc, en ce qui concerne cette pratique, n'est pas acceptable. Et je pense que ça pèse dans l'esprit du médecin, dans sa décision. S'il y avait une possibilité de faire une sédation terminale de façon humaine, que cette personne puisse s'endormir tranquillement, je pense que la décision serait plus facile à faire. Mais là, si j'ai bien compris, il est branché ou pas? Parce qu'on parle de débrancher. Est-ce qu'il y a quelque chose à débrancher d'abord physiquement? Non, il n'y a rien à débrancher. C'est juste on arrête de l'alimenter. Hein? C'est-à-dire l'alimentation. C'est l'hydrater. Mais comme il ne peut pas avaler, c'est par un travail. Comment est-ce qu'il est alimenté Par sonde. Par sonde, d'accord. Peut-être que je crois qu'il faut nous ayons un débat, une discussion sereine et qu'on ne s'interrompe pas et qu'on ait le temps de développer nos arguments, même si on a des points qui peuvent nous séparer. Vous organisez les débats. Voilà, non, mais je pense que parce que M. Hirsch m'avait interpellé tout de suite, donc voilà. Je crois que dans les décisions, c'est important de séparer deux temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la prise de décision. Et ensuite, il y a le temps de la mise en œuvre de la décision. Et il faut, à mon sens, bien distinguer ces deux temps. Nous sommes encore dans le temps de la prise de décision. Ensuite, il y aura le temps de sa mise en œuvre. Et dans ces situations particulières où les patients vivent et sont maintenus artificiellement en vie par une nutrition et une hydratation, la première chose qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on arrête l'hydratation et la nutrition artificielle, les patients n'ont ni faim ni soif. Et on va accompagner Alors on les endort, on leur met un peu de morphine. On accompagne ces patients en les endormant, en mettant les traitements contre la douleur. Soins palliatifs. Les soins palliatifs, on sait faire, il y a des recommandations et on accompagne la fin de la vie des patients. Vous nous donnez le mode d'emploi. On nous dit en France, il y a 1700 cas comparables à celui de Vincent Lambert. Est-ce que dans les 1700 cas, c'est compliqué ou bien non, c'est simple partout, sauf celui-là, comme il est tellement médiatisé, du coup, il est paralysé, mais ailleurs, on ne se pose pas de questions. Il ne faut surtout pas généraliser aux 1500 ou 1700 situations de personnes en situation post-relationnelle ou végétative. Le Conseil d'État a été extrêmement clair en disant qu'il s'agissait d'une décision unique et d'espèce, puisqu'il a dit que le seul fait d'être dans une situation de coma végétatif ne justifiait pas d'arrêter l'alimentation. Et le deuxième point, il a dit que si une personne ne s'était pas exprimée et qu'elle était en situation de coma végétatif, il ne fallait pas en déduire qu'il fallait arrêter l'alimentation. Donc, dit autrement, ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'une personne qui est en situation de coma végétatif, on se doit la plus grande attention vis-à-vis de sa vulnérabilité. C'est ce qu'on fait tous les jours et c'est mon expérience en quotidien. Et on se doit, si elle n'a rien dit, parce que c'est l'humanité, parce que c'est l'accompagnement des personnes fragiles, de continuer à le nourrir et à l'hydrater. Et c'est bien parce que Vincent Lambert probablement a exprimé qu'il ne souhaitait pas vivre cette situation qu'aujourd'hui, il y a ce débat compliqué. Alors, non, Martin,
Emmanuel Hirsch. Personne de qualité, on lui rend hommage. Voilà. On reste dans le domaine de l'hôpital. Et on lui rend hommage. Alors, Vincent Lambert souffre, on revient sur l'actualité chaude, puisque Vincent Lambert souffre de lésions cérébrales irréversibles depuis un accident de la route il y a 7 ans. Cet après-midi, donc, un collège de médecins devait décider de l'arrêt des traitements et finalement la décision est à nouveau reportée. Rachel, la femme de Vincent Lambert, qui espérait un arrêt des traitements, parle d'une victoire des cathos intégristes. C'est un sujet d'Elisa Coudray, David Lemarchand et Sarah Sisman. Et pour l'instant, statu quo. Rien n'est décidé. Merci à vous. Pour la mère de Vincent Lambert et son comité de soutien, des catholiques traditionnalistes venus en force devant le CHU de Reims, c'est une victoire. Contre toute attente, l'équipe médicale a décidé de ne pas arrêter l'alimentation de Vincent. Dans l'immédiat, c'est un grand soulagement parce que l'hôpital, le CHU, le médecin du CHU demande une protection auprès globale, auprès du procureur de la République. Et donc, il faut attendre maintenant. Donc, ça veut bien dire quand même que notre fils, on reconnaît qu'il est vivant. Il est vivant puisqu'on veut le protéger. Un tuteur extérieur doit être désigné. Une décision qui a dévasté l'autre partie de la famille, celle qui plaidait pour un arrêt des soins. Elle nous a dit que les conditions de sécurité actuelles ne permettaient pas l'arrêt des traitements. C'est-à-dire qu'elle c'est une décision déjà, ça veut dire qu'elle voulait arrêter les traitements mais qu'elle ne peut pas. Elle semblait beaucoup plus affectée que nous en réalité, elle semblait très effrayée, alors qu'elle n'est pas du genre à s'effrayer pour ce genre de choses. Voilà, pour moi c'est clairement que l'intimidation fonctionne. Les menaces fonctionnent. On ne comprend pas pourquoi, dans un État français laïque, on est quand même, à ce que je sache, dans la séparation de l'Église et de l'État. Comment des catholiques intégristes, traditionnalistes, parce que c'est ce qu'ils sont, tous ceux qui sont autour de vous, c'est ça. Il faut bien le savoir. Nous, on sait ce que c'est parce qu'on a vécu dans l'intérieur de cette famille qui ne prône que ça. C'est de l'intégrisme pur. Comment, en France, on peut les écouter, parce que c'est des groupes de pression, avant les décisions qui juridiquement ont été établies. Coup de théâtre. Énième épisode d'un drame dans lequel une même famille, à coup de décision de justice et par avocat interposé, se déchire sur le sort de Vincent. C'est un handicapé, ce n'est pas un légume comme on veut aussi bien le dire. Depuis 2008, Vincent Lambert est cloué à son lit d'hôpital, rendu tétraplégique par un accident de moto. Son état est végétatif, sans perspective d'amélioration selon les experts. Alors en janvier 2014, l'équipe soignante décide d'arrêter l'alimentation de son patient. Notre décision, conformément à la loi, a intégré l'avis de son épouse, de ses parents, de ses 8 frères et sœurs. Elle s'est appuyée sur un collège médical de 7 médecins, dont 4 extérieurs au service. Mais elle peut en plus bénéficier de l'avis du groupe de réflexion éthique clinique et soins de Reims, qui a été sollicité et qui a confirmé cette obstination déraisonnable. Et quelques mois plus tard, le Conseil d'État se prononce lui aussi pour l'arrêt des soins. L'ensemble des informations recueillies sur l'histoire et les opinions personnelles de M. Vincent Lambert ont par conséquent conduit le Conseil d'État à estimer que l'arrêt des traitements dans une telle situation correspondait à sa volonté. C'est un jour funeste. Le Conseil d'État vient d'ordonner la dénutrition et la déshydratation de Vincent Lambert jusqu'à ce que mort s'en suive. Viviane Lambert est prête à tout. Elle va même jusqu'à diffuser des vidéos avec des membres de son comité de soutien, tendant à montrer que Vincent est conscient. Puis elle tente un ultime recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le 8 juillet, la Cour tranche et confirme l'arrêt des soins. Il n'y a pas de joie à exprimer. Et pour reprendre une expression d'une des demi-sœurs de Vincent, on aimerait que sa volonté soit faite. Avec le rebondissement d'aujourd'hui, la vie de Vincent Lambert est à nouveau suspendue à une décision de justice. Lui, qui est devenu au fil du temps un véritable symbole politique. Alors, question Internet. Les parents de Vincent Lambert sont-ils conscients de l'image désastreuse qu'ils donnent du catholicisme? Emmanuel Hirsch, il y a une dimension
religieuse là-dessus. Est-ce que ça va se terminer en bataille laïque contre catholique intégriste? Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est comment on idéologise ce débat. On a affaire à une personne. Alors chacun ensuite a pris des positions, y compris des médecins, des postures. S'il n'y avait pas eu tout ce débat public, s'il n'y avait pas eu de division de la famille devant les caméras et prise de position contradictoire des médecins, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de M. Vincent Lambert. Parce que dès M. Vincent Lambert, il y en a d'autres. Il y a des décisions de limitation d'arrêt de traitement ou d'interruption de l'hydratation et de l'alimentation qui se prennent au quotidien sans que ça fasse des affaires. Il y a des protocoles. Tout à l'heure, Vincent Morel l'a dit. Tout ça, c'est très encadré. Les réanimateurs, à toutes les étapes, anticipent. Et donc là, on est dans une pièce de théâtre, c'est ça qui dramatise. Plus tard, il ne faut pas mettre en cause les personnes, on verra qu'il y a eu des dysfonctionnements, et plus qu'on pense. Et les dysfonctionnements sont intervenus dès le départ. S'il y avait eu effectivement association de tous les membres de la famille, je ne dis pas que ça n'aurait pas été difficile, mais Vincent, qui est sur le terrain, voit très bien les difficultés qu'il y a à vivre des situations de cette nature, et comment effectivement, comme il l'a très très bien dit, c'est progressivement, et dans un contexte de confiance réciproque. Le grand problème aujourd'hui, c'est qui peut faire véritablement confiance à une équipe, et d'autre part, une équipe comme l'équipe de Reims, qui a été dans des postures difficile, hein, je l'admets. Donc moi, je pensais qu'il fallait déjà que la décision se prenne. Et elle se serait prise si M. Vincent Lambert n'était plus dans le CHU. Et deuxième point, ayons du respect pour les... Un deuxième point, j'y insiste, ayons du respect pour les professionnels qui sont auprès de M. Vincent Lambert depuis 2000. Marisol Touraine a tenu à saluer. Oui, mais si Vincent Morel, pour revenir, parce qu'on voit bien les dissensions familiales sont au cœur, peut-être, j'ai l'impression, du blocage de ce dossier. Est-ce que c'est fréquent que dans les familles, on se déchire et qu'il y ait fréquemment une opposition, d'ailleurs, conjoint parents? Il arrive souvent qu'il y ait une tension dans les moments difficiles. Et c'est normal qu'au moment d'un accident, qu'au moment des prises de décisions difficiles, il y ait de la tension. Normalement, d'habitude, on arrive à apaiser la tension. Et d'habitude, on prend le temps nécessaire. Je dis toujours qu'il y a le temps de la discussion, le temps de l'échange. Et prendre du temps, c'est utile. La difficulté, c'est qu'on voit bien que là, probablement, et peut-être qu'il y a eu des difficultés au début dans la prise en charge, qui ont fait que des tensions se sont catalysées et qu'aujourd'hui, tous les efforts faits pour essayer d'avoir une parole sereine, y compris avec des regards différents, on n'y arrive pas. Et on là sous l'œil des médias, c'est et on arrive sous l'œil des médias avec finalement une cristallisation, avec des postures qui sont mises en avant, alors même qu'il faut, à mon avis, respecter tout le monde. Et moi, je respecte autant les parents que Mme Lambert, que ses neveux. Alors, chacun a envie du mieux pour Vincent Lambert. Alors, la femme de Vincent Lambert parle des directives orales qu'aurait laissées Vincent Lambert. Alors, il était infirmier, ce qui peut-être expliquerait qu'il ait laissé des directives. Mais aujourd'hui, combien de Français donnent des directives orales? 2%, je crois. Ouais, aujourd'hui, c'est écrit. Hein, écrite. Anticipée, écrite. Alors, on écrit sur une feuille de papier. Tout à fait. En cas de... Et on la met où, cette feuille de papier? Sur le site de la Société française d'accompagnement. Non, mais racontez-nous comment ça se passe. Voilà, je crois que les directives anticipées, c'est le moyen d'écrire ce que l'on souhaiterait. Et cette situation douloureuse, elle ne montre pas l'échec de la loi Leonetti, mais son insuffisance d'information. Et moi, le premier, il m'a presque fallu attendre cette histoire dramatique pour écrire mes directives anticipées. Et en fait, ça consiste simplement, sur une feuille de papier, à écrire ce qu'on souhaiterait le jour où. Et moi, j'ai écrit, et je les ai rendus publics, que si un jour je me trouvais dans une situation d'extrême dépendance et de coma végétatif, je demandais à ce qu'on arrête les soins au bout d'un certain temps, mais je crois que les directives anticipées... Encore faut-il être capable de se projeter dans cet état. Quel est l'état aujourd'hui de Vincent Lambert? Est-il mort, Vincent Lambert? Quelles sont ses fonctions? Comment il y a des fonctions qui marchent, qui ne marchent pas? Oui, mais non, mais je pose ça de façon provocative. Mais quelles sont les fonctions qui ne marchent pas C'est la question de la relation. Juste un point, vous avez dit quelque chose d'important. Anticiper une décision sur une situation dont on ne sait rien, c'est très difficile. Mais ça, on y reviendra. Mais c'est un point à prendre en compte. Oui. Mais aujourd'hui, s'il était en capacité, à minima, d'une réaction, d'une relation, vous voyez, la suspicion est née parce que l'équipe soignante a eu le sentiment qu'il était réactif par rapport à des soins. Donc il était contre les soins, et c'est là où le début de l'affaire, c'est-à-dire il aurait été soigné ou accompagné comme toutes les personnes en état végétatif persistant. Alors comment il a fait pour montrer qu'il était contre les soins? Non, mais c'est justement une énigme. Si on dit où il est capable de conscience, il est éveillé ou il ne l'est pas. Donc on a vu une réactivité. Sur cette base-là, on a interprété un signe en disant Monsieur Vincent Lambert... Comment vit-il aujourd'hui, Vincent Lambert? Qui est capable de décrire un petit peu ce qui se passe dans la journée? Pour le décrire, il faudrait l'avoir vu. Et si on l'avait vu... Il y a une vidéo qui est pas... Si on l'avait vu, donc examiné, de toute façon, on ne serait pas habilité à en parler. Moi, je peux parler d'une situation que je connais, c'est celle de mon fils. Vous avez dit qu'on la verrait tout à l'heure. De celle-là, je veux bien en discuter. Mais vous savez, quand on est dans une situation comme ça, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, on n'est plus tout à fait vivant. Hein. Donc vous dites, est-ce qu'il est mort? Il y a énormément de gens qui considèrent qu'une situation comme ça ne fait plus partie de la vie. C'est un espèce de no man's land où on n'est plus en relation avec les autres.
Il y a eu une formule. Non, mais parce que l'expression végétative, ça fait penser à légumes. Vous avez un avis du CCNE, du comité d'éthique, je me permets juste de dire, parce que ça répond à la... Non, mais l'avis numéro 7 sur les personnes en état végétatif. Et vous aviez un médecin qui disait ce sont des intermédiaires entre l'animal et l'homme. C'est là où le CCNE a rendu un avis en disant ces personnes étant vulnérables, on a des obligations particulières. Alors, il respire normalement, Vincent Lambert, il ne peut pas avaler, donc il ne peut pas s'alimenter, il ne peut pas boire normalement. Mais même ça, il entend, il voit, il comprend. C'est sur quoi on peut se baser, parce que comme vous, moi je ne l'ai pas examiné, c'est sur les expertises. Oui, alors que disent-elles ? Et donc les expertises, elles ont visé à deux choses. Elles ont visé à regarder son niveau de conscience. En fait, il y a au moins trois grands niveaux de conscience. Il y a le nôtre, celui que nous avons, c'est-à-dire qu'on est capable de répondre à un ordre simple facilement. Puis en fait, il y a des niveaux de conscience altérés qui peuvent aller à être en capacité de temps en temps de répondre à un ordre simple, et puis des niveaux de conscience qui n'existent pas en l'état actuel de nos connaissances, où on ne répond pas à un ordre simple et où les réactions que l'on va avoir vont être caractérisées comme des réactions réflexes. Avant, on le faisait par des examens cliniques. Par exemple, on demandait à la personne de serrer la main ou de suivre un miroir des yeux. Aujourd'hui, Vincent Lambert a bénéficié des examens les plus poussés en termes d'IRM pour voir s'il y avait des éléments de conscience. Alors, je vais juste terminer sur l'expertise et puis après on reprendra. Donc il y avait cet élément qui a permis de conclure pour les experts qu'il était en situation de végétatif irréversible, parce qu'il y a eu une aggravation. Ou à ce livre, au film Le Scaphandre et le Papillon, ou au livre Une larme m'a sauvé, où les personnes elles décrivent prisonnières dans leur corps, mais elles sont conscientes. Mais elles étaient conscientes. Elles étaient conscientes, c'est-à-dire que le cerveau fonctionne normalement, elles peuvent interagir avec l'environnement. Et ça n'est pas le cas de Vincent Lambert. Dans le cas des expertises, la conclusion des experts a dit que non. Denis Labelle. Moi, je veux dire un mot sur cette dimension-là, juste pour dire qu'il n'est pas question de contester la qualité des expertises qui ont été menées, évidemment. Je souhaite juste dire qu'il y a un continuum d'état entre le coma et le retour à la conscience, avec des états dits végétatifs et des états dits post-irrelationnels, c'est-à-dire qui communiquent un peu, et que ça n'est pas binaire, on n'est pas soit végétatif, soit conscient, et qu'en plus ça fluctue, et que des expertises... Monsieur Lambert, il a été considéré post-irrelationnel plus, dans une évaluation très poussée à Liège en 2010. Post-irrelationnel, ça veut dire quoi ? Post-irrelationnel, non, moi je sais pas loin de l'état de conscience. Aussi, vous écrivez ça ? Ça vient du grec, ça veut dire un peu. Post-irrelationnel. Ça veut dire qu'on peut y réagir. C'est une terminologie française. Les anglo-saxons parlent de minimally conscious state, c'est-à-dire d'état de conscience minimal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de conscience qui est réel, mais qui n'est pas le niveau de conscience qui permet de communiquer comme on le fait là en ce moment. Et que ces états étant fluctuants, le temps de l'expertise, même bien conduite, dans le contexte dans lequel se trouvait M. Lambert, au cœur d'une polémique, de tension, de stress, etc., peut faire manquer un état post-relationnel qui soit variable et est-ce que nos connaissances sur le cerveau ne sont pas assez fortes et qu'on n'arrive pas à percer les mystères et donc on ne sait pas, quand on parle de liaison irréversible concernant Vincent Lambert, en fait, on connaît mal le sujet et il pourrait en sortir. Non, il y a des choses qu'on connaît bien. On sait qu'elles sont irréversibles. Il y a des choses qu'on connaît bien. Pour autant, un état fluctuant et difficile à détecter peut varier et que c'est sur une observation sur un temps long, en croisant les regards d'une équipe pluridisciplinaire, qu'on peut poser un diagnostic d'état végétatif chronique. Et on peut mettre le mot irréversible avec certitude. Est-ce que vous pouvez me dire que ça fait 8 ans que cet homme est dans une situation dramatique ? Même si on le regarde de façon de l'extérieur, c'est une situation terrible, humainement terrible, de souffrance. Il souffre. Il souffre. Ou alors il ne souffre pas, et dans ce cas-là, en effet, dans un état complètement végétatif, ou alors il ressent quelque chose, et qui peut être dans cette situation-là et ne pas dire que c'est de la souffrance ? Soyons clairs. Alors arrêtons de parler de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. C'est des situations de je termine. 2700 personnes. Je pense que dans cette situation-là... On peut imaginer que son cerveau pense, réfléchit, non ? Mais dans quelle situation est-ce qu'il vit ? Est-ce que c'est ça la vie ? Mais comme on n'arrive pas à se projeter sur, vous savez, l'instinct de la vie, je pense qu'il va très loin, non ? Au nom de quels critères vous permettre ce type de position ? Non, mais précisez au nom de quels critères. La vie de la personne est importante. Et si la vie n'est pas possible, c'est la personne de confiance. Et le point essentiel dans cette histoire-là, c'est qui est la personne de confiance ? Il n'y en a pas. Si, moi je m'excuse, c'est la personne la plus proche. Mais il n'y en a pas. Est-ce qu'elle est en position de juger ? Pour nous, il n'y a pas de hiérarchie. Écoutez, non, j'en sais rien. La loi a dit, enfin je m'excuse, il y a eu jugement.
On l'oublie. Il y a eu jugement. Je me permets de m'offusquer sur la position de Denis Labelle. Expertise et jugement. Oui. Il y a eu la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est prononcée. C'est des gens qui réfléchissent aussi, qui ont écouté les uns et les autres. Alors là, vraiment, je ne comprends plus. Et en effet, le problème, c'est que ça devient un problème idéologique qu'on n'ose pas dire, sous-jacent. On dit en effet, ce sont des extrémistes. Mais c'est vrai que c'est un problème idéologique. De toute façon, la société est divisée sur ce sujet. Vous pensez qu'il y a une dimension religieuse, on ne doit pas tuer au nom de la religion catholique qui dirait, etc. Oui, mais enfin, il y a aussi dans la religion catholique que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de médecine qui fait de tels progrès qu'elle est capable aujourd'hui de vous maintenir Non, mais c'est un problème qui va se poser de plus en plus. On ne peut pas laisser passer l'affirmation que c'est des personnes, des états végétatifs, on peut dire demain des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, que c'est des personnes dont on peut discuter de la dignité de l'existence, voire du sens de l'existence. Je ne vois pas au nom de quoi M. Labelle est fondé à prendre cette position. Non, ce sont des gens qui ont des relations, déjà avec leur famille, qui ont une histoire, un passé. Certaines personnes évoluent aussi. C'est des personnes qui appartiennent à notre société. Et moi, je ne me satisfais pas de votre discours qui ramènerait le débat sur M. Vincent Lambert à une position pour ou contre l'euthanasie. Déjà, on peut s'interroger, est-ce que M. Vincent Lambert est en fin de vie? C'est ce que vous êtes en train de dire. Denis Labelle a un point de vue. Il a le droit d'en avoir un. Non, mais je réponds à son point de vue. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Non, mais c'est pour ça que je me permets de répondre. Voilà. C'est pas si évident. Si les choses étaient aussi claires, croyez bien, les décisions auraient été vite prises. Malheureusement, les choses sont plus ambiguës et une société qui a des valeurs de démocratie, a des valeurs de respect, de dignité. C'est tout le problème. Vincent Morel. Dans d'autres pays, les décisions ont été prises. Allez, Vincent, juste une question sur est-ce que la médecine maintenant va, comme elle est capable de nous maintenir en vie parce qu'elle est très forte et qu'elle sait mettre des tuyaux partout, ces problèmes vont être de plus en plus prégnants dans les années à venir. C'est pour nous les médecins une vraie problématique. C'est-à-dire que la médecine fait de tels progrès qu'elle crée effectivement des situations extrêmement complexes pour lesquelles on est amené aujourd'hui à réfléchir à des questions d'arrêt de traitement très très compliquées. Juste pour sortir. D'abord, est-ce que c'est un problème de coût parce que c'est pas un problème de coût. Mais ça pourrait finir par le devenir. Ça pourrait, mais moi, ce qui m'intéresse toujours quand je suis médecin, c'est quelle est la meilleure décision pour le patient. Et je considère que tous les patients, dans leur fragilité, dans leur vulnérabilité, doivent être complètement respectés. Mais respecter leur vulnérabilité, c'est aussi essayer de chercher ce qu'ils auraient souhaité de la situation. Et ça, c'est ma préoccupation quotidienne. Et on a effectivement des situations aujourd'hui éminemment complexes. Je vais simplement sortir un tout petit peu de la situation de Vincent Lambert pour dire les progrès chirurgicaux au niveau cardiaque. On est aujourd'hui en capacité de faire maintenir un cœur de façon totalement artificielle, quasiment jusqu'à vitam aeternam. Et après on me pose la question, jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où la médecine doit aller pour maintenir une vie? Quel sens ça a? Et moi, je ne suis pas là pour dire le sens que la vie peut avoir, parce que par définition, la vie a un sens. Par contre, je suis là pour essayer de savoir quel sens elle aurait pu avoir pour la personne. Et je pense que dans la situation de Vincent Lambert, la vraie question qu'on oublie souvent, c'est peut-être pas tant de savoir la capacité de relation qu'il a, que d'essayer de s'interroger profondément sur ce qu'il aurait pu souhaiter. À mon avis, c'est là le cœur. Même si on entend souvent des personnes âgées dire j'ai plus envie de vivre, ça n'est plus mon siècle. Non. Et vous les prenez au sérieux? Il faut les prendre au sérieux. Vous avez posé une question passionnante, il faut juste aller jusqu'au bout de la réponse. Il y aura merci pour le qualificatif de la question. Il y aura de moins en moins de M. Vincent. Il y aura de moins en moins de M. Vincent Lambert. D'abord, la réanimation, depuis 2002, a mis en place des protocoles d'arrêt et de limitation de traitement. De plus en plus, notamment avec l'imagerie médicale, on anticipera l'évolution possible de la personne. Donc de plus en plus, on sera dans la précaution. Et soyez rassurés, les services qui accueillent des M. Vincent Lambert, donc qui sont spécialisés, ce qui n'est pas totalement le cas du service qu'il accueille aujourd'hui, qui sont des services de médecine physique et de réadaptation, le disent dès à présent. On a de moins en moins de personnes réanimées d'une manière extrême. Il a été réanimé là d'une façon qu'on non, c'est une réanimation. On réanime la personne. Et ensuite, malheureusement, il y a la conséquence. Soit vous avez évoqué le cas des personnes qui sont, par exemple, avec les Lokin syndrome. Vous avez évoqué Jean-Dominique Bauby. C'est pathétique. Moi, je comprends Monsieur Labelle quand il dit effectivement on n'aimerait pas se trouver dans ces situations. Mais regardez le travail qu'a écrit Le Scaphandre et le Papillon. Regardez le travail intellectuel et regardez les valeurs qu'il attachait à l'existence. Tout ça pour dire que je ne suis pas idéologue, je dis qu'il faut être uniquement prudent. Et on assiste aujourd'hui, c'est pour ça que je partage totalement le point de vue de Vincent Morel, il faut être prudent et voir l'intérêt direct de la personne. Est-ce qu'effectivement une réanimation va trop loin ou pas? C'est des questions qui se posent au quotidien.
Alors, pour ce deuxième reportage, justement, Philippe Petit, pour ce deuxième reportage, on va aller chez vous, puisque vous avez gentiment accepté d'ouvrir les portes de votre domicile aux équipes de Maximal. Donc, dans votre domicile, vous l'avez spécialement aménagé pour aider au maximum votre fils Antoine, qui se retrouve aujourd'hui dans un état de grande dépendance, et ce suite, on l'a dit, à un accident de la route. Il a été renversé à vélo par une voiture quand il avait 14 ans. C'est un reportage dans le Pas-de-Calais de Stéphanie Gillon et Wan Nguyen. Vas-y, tu prends ta brosse à dents sur l'étagère? Voilà, vas-y, prends ta brosse à dents sur l'étagère. Regarde bien ta brosse à dents. Voilà. On y va? Bon, prendre la brosse à dents, c'est regarder la brosse à dents? Oui. Oui, avec les yeux. Avec les yeux. Vous avez suivi le regard? Vous l'avez vu, le regard qui montait? Non? Alors nous, dans les gestes de la vie quotidienne, on l'incite à faire des tas de choses comme ça. Antoine a 26 ans. La dernière fois que sa mère a entendu le son de sa voix, c'était il y a 12 ans, le jour où un chauffard a renversé l'adolescent à vélo. Depuis, Antoine est diagnostiqué en état végétatif chronique post-relationnel, c'est-à-dire qu'il peut réagir à un bruit, une odeur, une présence. Un état qui n'empêche pas pour autant de communiquer, comme veut nous le montrer Corinne, sa mère. Alors, quel parfum tu veux mettre? Le Axe Noir ou le bleu chaman? D'accord. Bon, attends, on va inverser pour confirmer. Tu confirmes ton choix? Le bleu est à gauche. Vas-y, tu confirmes ton choix. Plus fort. Plus fort. Moi, je veux que tu confirmes bien, bien, bien. Aujourd'hui, on s'applique. Tourne plus ça, gauche, pour bien confirmer. Bon, je crois que là... Ouais, super, c'est bien. C'est nickel. Alors là, on est vraiment sûr que c'est toi qui voulais ce parfum-là. Il y a des tas de gens qui parlent autrement que par la parole. Il parle avec son corps, il parle avec ses mains, ses pieds, sa bouche, son souffle. C'est une autre forme de communication, mais c'est une façon de dire. C'est une façon de s'exprimer. Malgré les contraintes, les parents d'Antoine ont fait le choix de garder leur fils chez eux, où le jeune adulte fait l'objet d'une assistance 24 heures sur 24. Une décision prise après 2 ans d'hospitalisation dans des unités spécialisées. C'est bizarre parce que à un moment donné, quand il est rentré à la maison les premières fois, juste pour les week-ends thérapeutiques, je lui mettais des disques de rock et là je me suis aperçue qu'il bougeait son pied en musique. Il bougeait son pied droit. Et c'est là que j'ai commencé à douter que vraiment il était végétatif. Parce que jusqu'à maintenant on m'avait dit végétatif. Et c'est là que j'ai commencé à douter, à me dire mais c'est pas possible, c'est qu'il entend la musique. Ça veut pas forcément dire qu'il comprend tout ça, mais la musique le fait résonance en lui et il y a quelque chose qui passe. Et ça veut dire qu'il ne faut pas forcément croire ce que dit le corps médical? Oui, oui. Oui, faut être en même temps réaliste. On va pas non plus. J'ai jamais imaginé qu'Antoine allait faire le marathon ou la course à pied ou le tour de la maison. Mais j'ai douté longtemps, j'ai douté souvent. Je l'ai pas cru, je t'ai pas cru. Mais tu m'as prouvé que tu étais capable d'être présent et tu étais capable de te faire comprendre. Aujourd'hui, Corinne en est persuadée, sans cette attention et cette stimulation permanente, leur fils serait aujourd'hui dans le même état que Vincent Lambert. Et elle ne craint qu'une chose, qu'un médecin lui impose un jour une fin de vie. Je me dis, si un jour il est hospitalisé et si un jour il lui arrive quelque chose et que il n'est pas dans son milieu, il est trop affaibli, il a des douleurs, il ne pourra pas communiquer. Donc les médecins pourront considérer qu'il est végétatif et pourront me dire on arrête. Et comme il ne sera pas à la maison et qu'il ne sera pas stimulé, peut-être il ne mangera plus et que peut-être, voilà. Oui, je pense que ça c'est possible. Quant à savoir ce que son fils comprend exactement, c'est une question que Corinne a cessé de se poser. Elle préfère se demander ce qu'elle peut lui apporter. Alors, question d'un téléspectateur. Je suis pour l'arrêt des soins concernant Vincent Lambert, mais si c'était mon fils, je me battrais comme sa mère le fait. C'est là où la difficulté... Je te laisse parler. Ça prouve bien que la décision n'est pas médicale. Elle ne peut pas être médicale. J'entends ce que disait M. Labelle tout à l'heure, le sens de la vie. Mais bien sûr qu'il s'agit du sens de la vie. Tous les jours, je me demande si la vie de mon fils a un sens.
Est-ce que la vie qu'il mène a un sens pour lui, pas pour moi, pour lui? Et votre réponse est oui. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la réponse est oui. Le jour où j'aurai plus une réponse oui, je me poserai la question de est-ce qu'il y a lieu de continuer? Mais ce jour-là, je ne veux pas qu'un confrère me l'impose. Je veux prendre la décision avec lui. Là, attendez, j'ai 2 questions que je me pose quotidiennement. C'est 1, est-ce que sa vie a du sens pour lui? 2, est-ce que j'ai une relation avec lui suffisante pour être sûr qu'il n'est pas malheureux? Et il faut que j'ai la réponse à ces 2 questions-là pour que la mienne aussi ait du sens dans l'accompagnement que j'ai pour lui. Je vais poser une question un peu brutale, mais est-ce que vous ne le faites pas aussi en tant que père, en vous disant « je suis obligé, pour vous donner, je ne peux pas abandonner ». C'est presque pour vous donner bonne conscience, comment dire, pour ne pas vous renvoyer l'image d'un père qui abandonne son enfant. Vous savez, ça arrive souvent aussi, ça. Et puis quand c'est invivable, c'est invivable. Hein. Donc moi, ça fait partie de ma vie. J'ai mis du temps d'ailleurs, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, mon fils a toute sa place. Il a des neveux puisque ses frères et sœurs ont des enfants. Et il a une relation avec eux qui est de qualité. Et donc, ce que nous disons, nous, la question, elle est bien le sens de la vie, en fait. Et ce sens de la vie, ce n'est pas médical. Il faut être capable... Attendez. Il faut être capable de se mettre autour d'une table et de faire un peu ce qu'a dit Vincent Morel, et ce que font très bien d'ailleurs la plupart des médecins, c'est pour ça qu'il y a si peu d'affaires Lambert, c'est que quand ça devient insupportable et qu'on a fait le chemin, attention, c'est des personnes qui ne sont pas en fin de vie, hein. Mon fils, il n'est pas en fin de vie, mon fils, il n'est pas entouré de tuyaux, mon fils, il va en vacances en camping-car, il va à la mer, on va au restaurant, il vit, tout simplement. Il va au cinéma aussi, il vit. Il est pas aussi relationnel, il ne vous parlera pas, mais s'il est content de vous voir, il vous fera un sourire et il vit. Mais demain, il l'entendait, Mais il entendait, j'en sais rien ce qu'il entend. Quand elle lui demande « choisis ton parfum ». Oui, ça, ces choses-là, oui, bien sûr. Mais il peut aussi fort bien, le lendemain, ne pas répondre. Parce que ce jour-là, il sera fatigué, moins bien, etc. Et on ne va pas dire ce jour-là, tiens, t'es végétaliste. Et votre crainte, c'est qu'en médicalisant ce processus, quand vous ne serez plus là, puisque la nature est ainsi faite que les parents partent avant les enfants, eh bien, ce soit des médecins qui décident à votre place et qui prendraient des décisions. Mais ça peut déjà l'être. Mais ça peut déjà l'être, la loi le permet. Et donc la loi ne garantit pas un processus de décision, je suis désolé, mais le comité consultatif national d'éthique qui a été appelé à s'exprimer dans l'affaire Lambert, et si nous sommes intervenus dans l'affaire Lambert, c'est bien parce que malgré toutes les précautions du Conseil d'État, il y a un certain nombre d'éléments de cette situation exemplaire qui feront référence pour d'autres, parce qu'on s'y référera, même si ça fait pas... Tant qu'il est sous votre toit, il y a... Oui, mais non, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens de dire ça. Il n'y a pas aucun risque. Enfin, il y a un risque à chaque fois que vous traversez la rue ou que vous montez dans votre bagnole. Le risque est constant. Et on ne vit pas avec la peur de ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, sinon, je ne vivrais plus du tout. Ce que je veux dire sur l'histoire du sens de la vie, et ce que font très bien d'ailleurs la plupart des médecins, c'est rassembler les proches, sans hiérarchie entre les proches, c'est-à-dire ceux qui aiment cette personne. Et au bout d'un chemin, et on se fiche qu'il soit pas si relationnel ou végétatif, la nuance est subtile, c'est à un moment donné, la situation devient insupportable. Pourtant, la personne n'est pas en fin de vie. Aujourd'hui, la loi dit, le médecin consulte et prend une décision en dernier ressort. Et cette décision s'impose et il peut l'imposer. De ce point de vue, est-ce qu'il y a des médecins qui viennent chez vous d'ailleurs pour vous... Mais bien sûr, je ne suis pas le médecin de mon fils. Oui, et alors est-ce qu'ils vous donnent des opinions? Est-ce que vous les écoutez? Est-ce que vous consultez ces médecins? Mais bien sûr. Mais il y a plein de spécialistes dont j'ai besoin, évidemment. Ouais. Non, il n'y a pas de traitement, ou très peu. Il porte un corset parce qu'il était adolescent quand il a eu son accident. Donc il a une scoliose importante. Et donc pour être au fauteuil confortable, il a un corset. C'est une contrainte, mais ce n'est pas insupportable. Et en dehors de ça, il ne prend pas de médicaments. Non, il est mobilisé tous les jours. Il a gardé ses amplitudes articulaires. Ma femme y est pour beaucoup. Et il va plutôt pas mal. Il faut quand même préciser que ces personnes ne sont pas dans une unité de soins palliatifs. Elles sont dans des structures spécialisées. Oui. Il y a une circulaire de 2002, de mai 2002, signée par Bernard Kouchner, qui parle des soins de ces personnes, de leur accompagnement dans la vie. On parle même Vincent Lambert dans un CHU depuis 7 ans. On parle même de projet de vie. Toutes ces interrogations, on peut les mener. Et probablement que, encore une fois, sans juger de la position des uns et des autres, c'est pas une affaire idéologique. Il y a un certain nombre de circonstances qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation d'impasse. Et je dis maintenant, l'honneur de chacun, c'est qu'on en sorte. Non seulement pour M. Vincent Lambert qui a ce droit, mais pour les autres personnes. Juste un point. Vous avez des services où vous avez maintenant des parents
comme Philippe Petit, qui disent aux médecins, vous savez, nous, on n'est pas Madame Lambert, on n'est pas dans la famille Lambert. Nous, on veut qu'ils vivent. Alors ensuite, et c'est là où la question est compliquée. Rachel. On n'est pas, effectivement, on n'est pas Rachel Lambert. C'est-à-dire, nous, on a envie qu'ils vivent. On a envie qu'ils vivent dignement. Il faut voir la difficulté aussi de trouver des places, des structures, ou voir la difficulté au quotidien des personnes qui accueillent chez elles les personnes. Et c'est là où je vais vraiment dans le sens de ce que dit Vincent Morel. À un moment donné, la prise de décision doit être quand même une décision consensuelle, collégiale. Oui. Et c'est au médecin, quand il sent qu'on est dans une situation d'impasse, parce qu'il y a des familles qui implosent. Il faut voir le quotidien. C'est au médecin, avec prudence, et en développant une relation de confiance, en donnant le sentiment qu'il n'est pas partie prenante, c'est-à-dire qu'il n'a pas une position idéologique, précisément, de faire tout pour que la meilleure décision, la moins mauvaise décision se prenne sans qu'il y ait de séquelles après. C'est-à-dire sans que les parents aient la culpabilité de dire qu'ils sont responsables de la mort. Vincent Morel, pourquoi est-ce que Vincent Lambert est toujours dans ce CHU de Rennes? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été, puisqu'on dit de Reims, pardon. Alors, je vais revenir, parce qu'il est dans le CHU de Reims, parce qu'aujourd'hui, il est pris en charge. Il n'est pas dans un établissement pour dans le CHU de Reims, il est dans un service qui s'occupe de ces situations de personnes en situation aussi végétative. Alors il y a d'autres à côté, oui, mais les équipes sont séparées. Mais je voudrais simplement revenir sur la question de la décision. Je dirais que la décision elle doit être concordante avec la vie de la famille. Et on va prendre le temps que cette décision soit concordante. La difficulté, c'est que lorsqu'elle n'est pas concordante, à un moment donné, le législateur a dit c'est au médecin, après avoir fait ce qu'il a pu pour essayer de réunir tout le monde. Même si la famille n'est pas d'accord. Même si un certain nombre de membres de la famille ne sont pas d'accord, parce qu'on serait à ce moment-là dans Alors si tous ne sont pas d'accord, nous sommes dans un avis concordant de la famille. Et à ce moment-là, le rôle du médecin est de suivre cette famille. Alors s'il y a une dissension, alors vous devez écouter un bord. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé déjà de prendre des décisions difficiles et d'expliquer que je devais assumer de prendre des décisions. Je m'en souviens. Alors vous allez voir la mère et vous dites écoutez, je suis désolé, j'ai décidé de débrancher. Je résume la situation telle que... Je me souviens de cette femme à qui un jour j'avais dit on pense qu'il faudrait arrêter le respirateur, la machine qui aide à respirer votre mari, cette femme âgée. Je la vois encore dans les yeux me dire mais vous savez bien que je ne peux pas être d'accord, mais je vous comprends. Et ça, ces éléments-là, ils viennent au bout de 15 jours, 3 semaines de discussion. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est rassurer aussi ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent pour dire que ces situations où ça se passe bien, elles sont quand même plus nombreuses que les situations où ça se passe mal. Non, vous ne pouvez pas les rassurer tant que la loi est formulée comme ça. Et c'est bien. Vous trouvez qu'elle donne trop de pouvoir pour aux médecins? nous. En tout cas, elle fait peser sur lui la responsabilité de décider en dernier ressort. Et ça, c'est une anomalie. Au sein de l'association à laquelle j'appartiens, toutes les sensibilités sont présentes. Il y a des gens qui voudraient surtout pas que ça s'arrête. Il y a des gens qui voudraient absolument qu'on abrège. Et il y a des gens qui voudraient surtout pas avoir à décider. Aujourd'hui, l'attitude par défaut, c'est le médecin décide. Nous souhaiterions que l'attitude par défaut, ça soit traduit dans la loi. Ce que vient de dire Vincent Morel, c'est-à-dire une procédure de décision ensemble, et que quand on n'est pas capable ou qu'on ne peut pas faire, on intègre aussi la possibilité que la famille puisse dire « Écoutez, docteur, moi je ne veux pas avoir à décider ça, et je vous fais confiance ». Mais elle délègue la décision. Tandis que là, la décision, elle est confisquée. La difficulté dans votre proposition, c'est que comment on va définir au sein d'une famille la personne qui, en dernier ressort, peut décider? Parce que je me méfie beaucoup. Denis Lebel disait ici le conjoint. Il n'y a pas de dernier ressort. Non, je disais que pas du tout. Excusez-moi, pardon. Non, je disais, la loi le précise, c'est la personne de confiance. Et justement, c'est notre responsabilité en tant qu'humain de tous les jours de choisir une personne. Moi, j'ai dans mon portefeuille à la fois ce que je souhaite pour moi, parce que c'est tout pour soi. Vous l'avez écrit dans votre portefeuille. Et la personne de confiance. D'accord. Et vous êtes certain que vous ne vous êtes pas posé la question de vous dire mais peut-être que je le regretterai ce que j'ai écrit. Mais je peux changer tous les jours. Oui, mais si vous n'êtes plus en état de le changer. Écoutez, on prend sa responsabilité. Et vous avez décrit l'état précisément à partir duquel. Tout à fait. J'ai décrit ce que je souhaitais pour moi. Mais ça, c'est le souhait qui est dans les directives anticipées. Le problème, je termine une seconde. De confiance. Pendant 10 ans, permettez que je termine. Pendant 10 ans, les directives anticipées ont été purement consultatives et on s'est bagarré pour qu'elles soient exécutives. Enfin, on a obtenu cette évolution de la loi, c'est-à-dire qu'elle devrait être exécutive, toujours dans le cadre de la loi. Alors, on n'écoute plus personne, on lit votre papier, on exécute. Non, mais c'est ça. Oui, sauf si c'est contraire à la loi. Vous voyez l'ambiguïté de la situation. C'est-à-dire que si je souhaite, moi, partir très rapidement,
on ne me l'appliquera pas parce qu'on dira c'est de l'euthanasie, pour l'instant c'est pas reconnu. Mais il est tout de même noté dans la loi la personne de confiance. Et moi je crois que c'est très très important. Et je crois que la personne de confiance dans votre cas, elle est évidente. Enfin la famille qui est autour, etc. C'est une évidence. Moi qui serais médecin extérieur, c'est vous qui êtes responsable. Oui, pour autant. Attendez, je termine. Mais par contre, lorsqu'on interroge une famille, c'est évident qu'on a des avis contraires. Évident, c'est permanent. Alors, moi j'ai suivi ça. Autre illustration. Non. Philippe, 40 ans de vie hospitalière. Autre illustration dans ce dossier complexe, c'est le pilote de Formule 1 Jules Bianchi qui est mort la semaine dernière. Il a été victime, on le sait, en octobre dernier d'un très grave accident lors du Grand Prix de Suzuka au Japon. Il a été plongé dans un coma artificiel pendant 9 mois. Et Jules Bianchi avait fait part auprès de son père de son souhait de ne pas vivre dans un état végétatif. C'est un sujet de Yacine Mili. Devant l'église Saint-Trépas-Rade de Nice, son frère et sa sœur portent son casque. Dernier hommage à Jules Bianchi, un champion mort de sa passion. Dans la foule, son ami le pilote Romain Grosjean, le vice-champion du monde Nico Rosberg, qui le connaissait depuis ses premiers tours de karting, mais aussi d'anciennes gloires de la F1 comme Alain Prost. Cercueil à bout de bras, le monde de la Formule 1 pleure l'un de ses champions. Aujourd'hui, il est au paradis avec tous les plus grands noms de la F1 et il restera un champion à toujours dans nos cœurs. Vous savez que la Formule 1, c'est un métier compliqué où souvent on perd un peu la notion des choses. Et lui a toujours su rester humble, gentil avec tout le monde. Et je pense que cette délicatesse qu'il avait, les gens, il se différenciait des autres. Il était attachant. C'est pas pour rien que dès le lendemain de son accident, des catégories mini comme le karting, jusqu'à la Formule 1 sur les casques des pilotes comme Alonso, Hamilton. Tout le monde avait un petit message. Ah, vas-y Jules, lâche pas. Et voilà. Jules Bianchi avait 25 ans. Son destin s'est brisé en octobre dernier. Circuit de Suzuka au Japon. Au départ de l'accident, la sortie de piste sous une pluie battante de l'un de ses concurrents, Adrian Sutil. Alors qu'il entame un virage, celui-ci perd le contrôle de sa voiture. Quelques secondes plus tard, c'est au tour de Bianchi de quitter la piste. Il vient alors s'encastrer dans cet engin de levage, venu évacuer le véhicule de Sutil. Le choc est d'une violence inouïe. L'engin de plusieurs tonnes est même projeté en l'air. Au sein des écuries, la nouvelle se répand et l'inquiétude monte. Toutes mes pensées sont avec Jules. C'est un accident horrible. C'est quelque chose que vous n'espérez jamais voir en Formule 1. J'ai fait une sortie de route, mais je suis sorti indemne. Un tour plus tard, la même chose est arrivée à Jules, mais bien sûr l'issue a été différente. C'est tout ce que je peux dire, je ne veux pas en dire plus. Le principal, c'est qu'il est entre de bonnes mains en ce moment. Hospitalisé dans un premier temps au Japon, Jules Bianchi est opéré d'un œdème cérébral et plongé dans un coma artificiel. Quelques semaines plus tard, il sort du coma et peut alors, comme le veut sa famille, être rapatrié chez lui en toute discrétion au CHU de Nice. À l'époque, ses parents partagent leur espoir sur les réseaux sociaux. Jules est sorti du coma artificiel dans lequel il a été placé peu après l'accident, mais il est toujours inconscient. Il respire sans assistance et ses fonctions vitales sont stables, mais son état est toujours considéré comme critique. En effet, 9 mois plus tard, les nouvelles ne sont toujours pas encourageantes. Jules ne se réveille pas. Il y a quelques jours encore, son père, pessimiste, révèle qu'il ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique. Les questions à se poser, c'est si Jules arrive à continuer à vivre, s'il doit sortir de ce coma en ayant des handicaps très lourds. On est convaincu avec sa maman que c'est pas du tout ce que Jules voudrait, parce qu'il nous en avait déjà parlé, que s'il avait un jour un accident du même type que Michael Schumacher, puisqu'il était très touché par ce qui se passe avec Schumacher, je pense qu'il aurait eu, ne fût-ce que le handicap de plus pouvoir conduire, je pense qu'il aurait eu beaucoup de difficultés à le vivre, parce que c'était sa vie. Et c'est finalement par un autre communiqué, vendredi dernier, que ses parents annoncent la triste nouvelle. Jules s'est battu jusqu'au bout comme il l'a toujours fait. Mais hier, sa bataille a pris fin. Nous ressentons une peine immense et indescriptible. En 21 ans, Jules Bianchi est le deuxième pilote de F1 à mourir suite à un accident sur un circuit. La dernière fois, c'était en 1994, avec le décès du triple champion du monde, Ayrton Senna.
Alors, question à un téléspectateur. Peut-on établir un parallèle avec le décès du jeune pilote Jules Bianchi, mort après 9 mois de coma? Je crois qu'il y a trois parallèle avec Vincent Lambert, bien sûr. Il y a 3 différences fondamentales. La première, c'est la situation neurologique de ces 2 personnes qui ne sont pas similaires. L'accident de M. Bianchi est effroyable et les lésions cérébrales étaient effroyables au moment même du diagnostic, avec techniquement un cisaillement du cerveau entre la substance blanche et la substance grise. Donc on avait des lésions effroyables. La deuxième chose qui est différente, c'est qu'on voit bien qu'on a eu une expression probablement plus claire de sa volonté qui s'est exprimé. Et le troisième élément de différence, c'est qu'on a l'impression des éléments... C'est-à-dire qu'il avait laissé les directives. Il avait laissé les directives. Enfin, en tout cas, à son père, je ne veux pas vivre, il les avait exprimées très clairement. Et la troisième, on voit bien que la famille, autour de cette situation, plutôt que de se désunir, s'est réunie. Et donc, on est de nouveau dans l'application... on a arrêté les traitements et il s'est laissé mourir. Voilà, on est dans l'application de la loi Leonetti. On considère qu'il y a un acharnement thérapeutique qui est refusé par le patient. On a consulté la famille. On met en œuvre l'arrêt des traitements pour respecter sa volonté. Et j'insiste beaucoup sur le respect de sa volonté. Comment ça se passe? Là, je ne peux pas savoir pour rentrer dans les détails de sa situation. Il y avait peut-être d'autres éléments, il y avait peut-être d'autres médicaments. Donc moi, je n'ai pas les éléments techniques et médicaux pour me permettre d'évaluer comment ça s'est fait. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a eu une forme de sérénité dans ce drame humain et familial, à tel point d'ailleurs qu'il m'intéresse peu de savoir comment il est décédé. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la famille a pu vivre cet accompagnement et comment finalement on va garder de cette histoire malheureuse peut-être quelque chose de plus beau, si j'ai envie de dire, en termes de fin de vie, de situation et de gestion de cette situation dramatique. Tout ça n'a pas été dit clairement, il y a beaucoup de secrets médicaux quand même, tout ça est assez tabou. C'est normal, je veux dire, le secret médical est au cœur. Tout ce que je dis n'est que public. Et je peux avoir d'autres connaissances, mais ce que je ne dis, c'est simplement les éléments qui ont été rendus. Quand il y a secret, il y a suspicion ensuite. Non, quand il y a secret, il y a respect de la personne. Il y a respect. Moi, je suis en tout point d'accord avec ce que vous avez dit. Et ce processus est éminemment respectable. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer. Et c'est comme ça que la plupart du temps, les choses se passent. Parce qu'on a une attitude digne, respectueuse, qu'on rassemble la famille et qu'elle participe à une prise de décision que le médecin assume en dernier ressort, parce que la loi, aujourd'hui, le prévoit. Ce qui nous dérange, et je persiste, c'est que quand ça dysfonctionne... Quand la famille n'est pas d'accord. Mais quand ça dysfonctionne, quand le processus de décision dysfonctionne, c'est-à-dire que pour la rassembler, la famille, il faut déjà la consulter. Quand vous en avez exclu une partie au départ, comment voulez-vous la rassembler autour d'un consensus ? Alors là, vous faites allusion au docteur Bonnemaison à Pau, qui a été d'ailleurs jugé pour avoir empoisonné. Il voyait des gens incurables en fin de vie, sans consulter la famille. Il en a empoisonné 9. Alors, alors attendez, pour sa défense, que pensez-vous de sa défense? Il a dit, comme ça, les familles n'avaient pas le poids de la culpabilité. Au moins, je ne leur demandais pas... c'est insupportable. Votre vieille mère, elle souffrait énormément, c'est insupportable. Et pourtant, les familles étaient du côté du docteur Bonnemaison. Mais c'est Voilà, alors Denis Labelle, alors dites écoutez, j'ai suivi ce procès de façon très précise. C'est pas du tout passé comme cela. C'était aux urgences, dans les conditions... Enfin, c'est pas le sujet immédiat. Mais enfin, on a dit des choses totalement fausses. Moi, j'ai suivi il y a 4 dossiers. Il y a 4 patients, il n'y en a pas 9. Et ensuite, il y a eu discussion. Il y a eu 7. Non. 7 il y a 4 retenus. La justice, j'avais 7. Et donc, sur les 9, il y en a eu 7 qui ont été retenus par la justice. Et d'autre part, les conditions étaient totalement différentes. C'était des malades qui étaient souvent en fin de vie. En fin de vie, des gens extrêmement âgés. Mais il n'a pas consulté la famille. Il y a des familles qui ont été consultées, d'autres qui n'ont pas été consultées. C'est tout à fait exact. Juste un point quand même. Donc il a décidé quand même. Attendez, ça ne se fait pas de façon légère, c'est une décision difficile et douloureuse. Ne croyez pas qu'il y a des médecins qui s'amusent comme ça à prendre des décisions en l'air. Attendez, je termine. Non, pas d'accord. Là, ce qui me semble important, si vous voulez, dans l'histoire qu'on a parlé tout à l'heure, c'est qu'en effet, la personne avait donné son point de vue. Et on l'a respecté. L'important, c'est qu'on respecte dans toutes les circonstances. À la fois, là, en l'occurrence, le docteur Bonnemaison, il n'avait pas respecté. Veulent vivre, attendez, quand les gens veulent vivre ou les gens ne veulent pas vivre. Or, on a tendance à respecter dans un sens et pas dans l'autre. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas vivre, je suis très content que justement la famille ait été... Emmanuel Hirsch. La question n'est pas anecdotique. Moi, je pense que la décision doit être une décision de médecin. C'est-à-dire qu'elle doit être instruite, argumentée. Et il faut que la famille ait le sentiment que la décision est prise et bien prise. D'ailleurs, dans une procédure de décision collégiale, ce n'est pas un médecin qui décide. Il y a une collégialité
Et il y a effectivement un processus, ça ne se fait pas immédiatement. Donc c'est à un moment donné qu'on prend la décision quand on peut véritablement l'assumer. Mais là où je suis un tout petit peu rétif par rapport à la position de Philippe Petit, je pense qu'il peut avoir une culpabilité de la famille à dire qu'elle était partie prenante de la décision. C'est pour ça la personne de confiance qu'on a évoquée tout à l'heure, elle donne l'opinion de la personne, c'est-à-dire elle représente l'opinion de la personne, elle ne dit pas son point de vue, et ça participe de l'éclairage de l'équipe médicale. Elle ne décide pas, mais elle donne l'opinion de la personne. Elle ne décide pas. Et là où on a un problème, si on revient sur le contexte de M. Vincent Lambert, c'est qu'il y a une suspicion entre une partie de la famille et l'équipe qui serait amenée à décider. Et juste un point qui me paraît très surprenant d'un point de vue de l'actualité. Quand Mme Simon a adressé les lettres de convocation... Donc le docteur famille, en charge de l'équipe médicale qui a décidé ce matin... Voilà. Elle envoie un document qui est très juridique. Ouais. Elle constate que la Cour européenne des droits de l'homme avait validé la position du Conseil d'État et qu'elle en tirait comme conséquence qu'il fallait mettre en place une procédure de décision collégiale dont on voyait d'une manière subreptice. Voilà. Et là, je pense que c'est des maladresses qui sont inconcevables si on veut rétablir la relation de confiance. D'autre part, et juste un point par rapport à M. Jules Bianchi qu'on a évoqué, ça s'est passé dans la confidentialité, dans l'intimité. C'est pas une affaire publique. Le pilote. Autant tout le monde était concerné parce que c'est une personnalité publique, autant pour qu'il y ait de la sérénité, de la sagesse et de l'acceptabilité dans la décision, il ne faut pas en faire une affaire publique et prendre à témoin les autres et les uns et les autres. Si on revient sur l'affaire Vincent Lambert, c'est une affaire qui s'est idéologisée, y compris dans des prises de position de médecins. Idéologisée, donc dans l'affaire Lambert, la mère ne changera jamais de... D'abord, quand on nous a fait, un débat sur l'euthanasie, c'est pas parce que vous avez une concertation sur la fin de vie que c'était le vrai du débat. C'était effectivement, à un moment donné, respecter la position de M. Vincent Lambert s'il était avéré juste, et à un moment donné, ne pas continuer ce qu'on pensait être disproportionné. Alors, allez, Vincent Morel, allez-y. Je crois que ce qui est important pour M. Bonnemaison, c'est une situation totalement différente, puisqu'on est dans des actes d'euthanasie, d'homicide qui avait été caractérisé pour l'instant ça va pas être le jugement il a été gracié, hein. Le jugement est en appel. Le jugement est en appel. Il a été gracié. Le jugement est en appel. Mais tandis que dans la situation de M. Lambert et de M. Bianchi, on est dans le refus de l'acharnement thérapeutique et on est dans l'accompagnement d'une vie qui se termine parce que pour la personne, elle ne souhaitait pas vivre cette situation. Et je crois que vous avez raison de dire qu'il faut respecter l'intimité familiale, l'intimité de la discussion. Et j'ai envie de dire, pour revenir sur la décision, sur l'acte de la décision, aussi respecter l'intimité de ce que souhaite la famille. C'est-à-dire que si une famille souhaite plutôt, dans mon action à moi, dans mon activité, si je vois qu'une famille a envie de prendre une grande part dans la décision, je vais lui laisser cette part dans la décision. Si je vois qu'une famille est plutôt conflictuel, les familles, c'est conflictuel au sein des familles dans quoi? Dans 50% des cas? Non, 40, 30, 20? Mais ça présume ce que vous dites. Ce que vous dites, la loi j'adhère l'esprit de la loi. J'adhère à ce que vous dites. C'est-à-dire la loi et l'esprit de la loi. Et c'est bien, bien parce que vous êtes dans l'esprit de la loi que j'adhère à ce que vous dites. Le problème, c'est que, et on n'est que des médecins autour de cette table, je suis désolé, la question du sens de la vie, c'est pas une question médicale. Elle n'est pas médicale. Donc, quand on l'aborde de façon respectueuse, comme vous le dites, que la famille est associée à la prise de décision, toutes les décisions sont respectables et toutes les décisions peuvent se prendre. Seulement, tous les médecins n'ont pas la pratique que vous décrivez et le seul renvoi au code de déontologie médicale n'est pas, pour nous, une protection suffisante contre les dérives. Et donc, quand on décide pour autrui, je suis d'accord avec les directives anticipées, chacun décide pour sa peau. C'est peut-être pas formidable, mais de toute façon, on ne peut pas mieux parce que quand on ne peut plus parler, au moins on l'a dit soi-même. Première chose, on désigne une personne de confiance, très bien. Je suis conscient, lucide, je choisis ma personne de confiance et donc on se référera à sa parole. Très bien, tout ça émane de ma volonté, c'est très bien. Mais quand on décide pour autrui, qui ne s'exprime plus, alors on décide dans un contexte d'incertitude maximale. Et pour que la décision soit acceptable, elle doit être collégiale. C'est une protection contre les dérives. Elle est indispensable. Et de ce point de vue, aujourd'hui, la loi est insuffisante. Et donc, on peut rendre des décisions abusives, mais légales. Mais légales. De Philippe Petit. Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. Je peux comprendre la difficulté pour la mère de Vincent de le laisser partir, mais c'est aussi un acte d'amour de le laisser partir en paix. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça peut être un acte d'amour ou pas. Je veux dire, ça dépend de la relation que la personne a avec le patient. Mais c'est aussi, en effet, un acte d'amour de dire
La situation est invivable et je pense que... façon de faire son deuil aussi, non? Mais oui, absolument. Marqué maintenant parce qu'on considérait qu'il est mort, mais bon, là, il n'est pas mort. Ça peut être aussi un acte d'amour que d'accompagner quelqu'un dans la vie, qui n'est pas comme M. Lambert, qui est très handicapé. Donc il ne faut pas qu'on commence à dire, à opposer les uns les autres. Je l'ai dit, ça peut être les deux. Non, mais je comprends. Il y a différentes manières. Le grand danger, c'est le systématisme. C'est une approche singulière qu'on doit avoir. Est-il possible que Vincent Lambert souffre sans pouvoir l'exprimer? Alors ça, c'est les données médicales qui font revenir aux expertises. A priori, les centres de perception de la douleur ne fonctionnent plus, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un stimulus douloureux, si jamais je vous pince par exemple, vous allez avoir mal, vous allez retirer votre bras, mais c'est passé par le cortex qui a dit que vous aviez mal par le cerveau. Dans sa situation, lorsqu'on le pince, il va aussi retirer le bras, mais ça va être un mouvement réflexe qui ne va pas passer par le cerveau, mais qui va passer par la moelle épinière. Donc aujourd'hui, ces réactions sont des réactions réflexes. Pour autant, si on était un jour amené à arrêter les soins, il faudrait par un principe de précaution mettre un traitement antalgique pour être absolument sûr. On ne peut pas penser que son cerveau fonctionne au point de sentir les douleurs. Dans l'état actuel de l'évaluation qui a été faite, non. Mais néanmoins, par principe de précaution, je crois qu'il faudra mettre en œuvre les traitements antalgiques et sédatifs nécessaires. Quelles pressions ont été exercées sur ce dernier médecin pour qu'il prenne cette décision surprenante, décision de ne pas décider justement? Il en subit beaucoup. Le docteur Daniela Simon, des pressions Mais je crois que c'est l'ambiance générale. Actuellement, vous savez, elle est difficile. Vous avez critiqué le docteur Bonnemaison, mais je m'excuse, j'ai suivi bien le procès. Et il a été, je le rappelle, acquitté. Il y a appel, mais ça veut dire qu'il va y avoir rejugement. Mais il a été acquitté par un jugement public, par des gens aux assises. Et elle en aurait pris une de décision s'il n'y avait pas cette ambiance. Mais attendez, mais et je pense que ça joue, si vous voulez. Excusez-moi de terminer. À chaque fois, vous m'interrompez. Non, mais et je pense que ça joue sur la psychologie des médecins aussi, qui n'ont pas, un certain nombre, envie d'avoir le souci de se retrouver aux assises. On ne peut pas assimiler Mme Simon à Nicolas Bonnemaison, c'est deux sujets différents. Vous faites un mélange. Allez, le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme ont validé l'arrêt des soins. L'impasse légale n'est-elle pas atteinte? C'est vrai que c'est curieux ça, le Conseil d'État et la Cour européenne disent qu'il faut arrêter les soins et cet après-midi on les continue. Ils n'ont pas pris une décision médicale. Ils ont dit ce qu'était l'état de la loi, quel était l'état du droit. Et ensuite c'est une décision médicale et heureusement, c'est pas au Conseil d'État. Quelles que soient les expertises, c'est pas au Conseil d'État. Donc on en est bien à la responsabilité médicale de savoir le périmètre dans lequel il peut prendre une décision. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas la sérénité, il n'y a pas la sécurité suffisante. Et moi, je laisserai Mme Simon s'exprimer sur les pressions qu'elle a pu avoir. Je ne me permettrai pas d'évoquer cette question. Néanmoins, elle en fait le constat qu'aujourd'hui, elle n'est pas en capacité non seulement de prendre la décision, et derrière de la mettre en œuvre. Ce qu'il faut, c'est redonner un peu d'intimité. Il faut laisser les choses voir comment, je ne vais pas dire comment il faut faire, mais il faut redonner de la sérénité pour qu'on puisse prendre une décision médicale et ensuite l'assumer de façon plus sereine. Un référendum pour ou contre l'euthanasie est-il envisageable? Emmanuel Hirsch, ce serait une bonne idée? Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une concertation qui a été menée depuis le 17 juillet 2012, qui est remarquable. Vous avez un aboutissement. Alors chacun y verra ensuite les limites. Vous avez un texte qui nous est proposé, qui marque des avancées en termes de droits des personnes. On est dans une espèce de dynamique. Si ça se trouve, demain, ce texte ira encore plus loin. Donc je dis, le président de la République a pris une disposition très intéressante en menant une concertation. Et j'observe... Non mais il ne faudrait pas un référendum sur l'euthanasie? On peut laisser ça aux D'abord, c'est une affaire... députés? La question que vous pouvez poser, c'est est-ce qu'on doit légiférer ou pas dans ce domaine? Et est-ce que notre législation est adaptée à la situation? C'est quand même un sujet suffisamment important pour que... Ça intéresse tous les citoyens. Non, moi, je pense que ça, en effet, ça pourrait être un sujet de référendum. Il serait temps, puisque les politiques ne se prononcent pas. Il passerait largement, d'ailleurs, je vois les sondages. Je pense. Attendez, mais c'est pas parce qu'il passerait que la situation s'améliorerait. Ce qui est important, c'est les réponses. C'est trop complexe pour être binaire. Pas du tout. C'est les réponses qu'on apporte à des situations comme par exemple celle de M. Vincent Lambert. Est-ce qu'il est dans le lieu le plus adapté? Est-ce que les équipes ont la meilleure compétence? Et je veux dire, c'est pas de décider pour ou contre l'euthanasie. Soyez rassurés. Dans les années qui viennent, nous aurons une législation en France qui sera favorable à la dépénalisation de l'euthanasie. On y va de manière... Là, on n'est plus dans la... on n'a pas besoin parce que nous, avec les Leonetti, c'est l'euthanasie passive, c'est-à-dire qu'on débranche. L'euthanasie active, ça se produit, enfin, dites-moi si je me trompe, je crois, aux Pays-Bas ou en Suisse, au Benelux, etc. Où là, on vous injecte un poison mortel.
Hein, les choses, elles sont moins un produit en un produit antalgique qui est utilisé de façon courante et qui permet aux personnes de s'endormir. Effectivement, la différence, c'est que dans la loi Lonetti, on arrête les traitements qui maintiennent en vie, donc on laisse finalement la fin de la vie se dérouler, on l'accompagne. Dans l'euthanasie, non, pas du tout. C'est mon quotidien. Avec l'euthanasie, on provoque intentionnellement le décès, c'est-à-dire que la finalité du geste médical est complètement différente. Dans un cas, on soulage et dans l'autre cas, on provoque le décès. N'est-ce pas l'acharnement thérapeutique qui doit être réglementé et pas seulement l'euthanasie ? Juste un point, l'acharnement thérapeutique, c'est toujours a posteriori qu'on dit qu'on s'est acharné. Quand un réanimateur sauve une existence humaine, on dit il a bien fait. Le grand problème, c'est les conséquences d'une réanimation et l'accompagnement. Donc c'est tout le processus décisionnel. Et je vais dans le sens de ce qu'a dit Vincent Morel d'une manière très juste. D'abord, ça doit être fait par des gens qui ont une vraie expertise. Est-ce que la médecine ne se pose quand même pas les questions de savoir... est-ce qu'il ne faut pas mettre des limites là, à toute cette mécanique, cette technologie qu'on a... Mais c'est en permanence qu'on prend des décisions. Aux urgences... Et alors elle se réfrène par moment ? Mais constamment, vous n'avez pas d'affaires qui défraient la chronique. Voilà, quand je suis de garde aux urgences, une fois par mois, je prends encore des gardes aux urgences dans mon établissement. À chaque garde, je vais prendre des décisions douloureuses de ne pas poursuivre des traitements parce que je considérais que je ferais vivre à la personne ce qu'elle ne souhaite pas. Quand une personne veut se suicider, que vous la retrouvez dans un état épouvantable et que vous avez une petite chance de pouvoir la faire revivre... Ça, c'est différent parce que quand une tentative de suicide, il est évident que je la réanime, il est évident que je la soigne parce que... Même si elle aura une vie épouvantable par la suite. Non, parce qu'on sait que plus de 8 à 9 personnes sur 10 qui ont fait une tentative de suicide ne recommencent jamais. Ça veut dire que c'est un appel au secours. Et là, j'ai envie de dire, la fonction médicale face à cette fragilité de la personne qui met fin à sa vie, c'est vraiment de la soutenir et de la sauver. Désolé de poser cette question, mais qui prend en charge les frais de cette hospitalisation ? Philippe Petit, parce que ça doit coûter cher, tous ces équipements. C'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale ? Vous êtes aidé Vous parlez de ma situation. Oui, mais Vincent Lambert. Ma situation, c'est un accident de la voie publique avec un tiers responsable. Et donc, ça s'inscrit dans un processus d'indemnisation. Vincent Lambert. C'est la sécurité sociale et c'est à l'honneur de notre système de santé que d'accompagner ces personnes et de les prendre en charge. Quel est précisément le sens de l'avis de Vincent Lambert ? Mais au nom de quels critères peut-on, affirmer quoi que ce soit ? Nous, on reconnaît que c'est une personne qui fait partie de notre communauté, on a une responsabilité. C'est pas pour autant qu'on est favorable à qu'on soit pour l'acharnement. C'est-à-dire, on est respectueux d'une personne. Une fois que les règles sont respectées, c'est-à-dire que la procédure de décision collégiale est prise selon des valeurs, des principes, avec des repères clairs, je vois pas en quoi on a à dire que sa vie a plus de sens ou moins de sens. J'ai de l'embarras à vous dire, parce que je pense pas que ce soit une question qui se pose. Ces personnes vivent, elles font partie de notre société, et si on commence à poser la question du sens de chaque existence, on change de société. Moi, je pense qu'ils sont respectables, c'est des gens qui vivent, et notre responsabilité, c'est de les accompagner dans la vie, mais pas d'une manière outrancière. C'est là où il faut de la proportion, de la mesure, et j'allais dire une disponibilité pour poser les vrais enjeux. Mais je ne pense pas que c'est une question philosophique, c'est une question tellement intime, tellement personnelle. Comment connaît-on le degré de conscience d'un patient ? Alors, il y a deux moyens. Il y a les examens cliniques, et on a bien vu tout à l'heure qu'avec votre fils, on voit bien qu'il comprend ce qu'on lui demande et qu'il est présent. Donc j'ai envie de dire, là, ça suffit. L'examen clinique suffit. Lorsque l'examen clinique ne suffit pas, il y a aujourd'hui des examens spécialisés d'IRM fonctionnel, de potentiel évoqué auditif. On essaie de savoir comment fonctionne le cerveau, ce qui fait qu'il y a une dizaine d'années, on disait probablement qu'un certain nombre de personnes pouvaient être en situation de coma végétatif. Et c'était souvent aux parents, d'ailleurs, de montrer le contre-exemple, comme pour vous. Aujourd'hui, heureusement, il y a des examens beaucoup plus fins. Et dans le livre, là, Une larme m'a sauvé, d'Angèle Liébi, là, qui était dans un coma profond et qui a eu un moment d'émotion. Les médecins ne s'étaient pas rendus compte qu'elle comprenait tout, qu'elle entendait tout ? Eh bien, à un moment donné, il a fallu une vigilance supérieure pour le faire parce que c'est tellement fin. Les premiers gestes de réveil, signes de réveil sont tellement fins qu'il faut une vigilance de tous les instants. Et c'est vraiment la vigilance de toutes les équipes médicales et de toutes les familles. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. Merci beaucoup Philippe Petit d'avoir témoigné et de nous avoir ouvert les portes de votre domicile. C'est mon épouse qui vous a ouvert ses portes. C'était votre épouse.